France Inter. It's Morning Edition from NPR News. MCT 3年嘅後時 حاليا راديو روزانا بباريس. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour avec Michel Barnier et sa casquette européenne. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit. On en a des souvenirs de ce moment-là. C'est un extrait de la déclaration de Michel Barnier le 24 décembre 2020 à la Commission européenne de Bruxelles. On est juste après l'accord conclu, accord de coopération et de commerce entre l'Union européenne désormais et aussi le Royaume-Uni. Bonsoir Sylvie Kaufmann. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Monde, spécialiste de l'Europe. Et c'est vrai que c'est plus cet homme-là, l'homme qui a négocié le Brexit, que l'homme politique français dont on se souvient, en tout cas dont le pays se souvient peut-être. Oui, en réalité, il est plus connu à Bruxelles qu'en France. C'est un peu injuste parce qu'il a occupé je ne sais combien de postes ministériels, portefeuilles ministériels en France, de l'environnement, 4. Voilà, les affaires européennes, les affaires étrangères, l'agriculture, la pêche. Mais à Bruxelles, il a aussi occupé beaucoup de sièges. D'abord, il a été député européen, et puis il a entre deux postes, dans un entre-deux ministériel. Oui, d'abord, député européen, c'est assez impressionnant son pédigré européen. Donc député au Parlement européen, 2 fois commissaire à la politique régionale, au marché intérieur. Il était vice-président de la Commission. Alors il a échoué 2 fois à la présidence de la Commission. On y reviendra européenne. peut-être parce que pour des questions politiques qui sont quand même intéressantes à soulever. Ouais. Et puis il a vraiment son tour de force, son fait de guerre, c'est vraiment le Brexit, qui était vraiment quelque chose d'énorme. C'était la première fois qu'un pays membre de l'Union européenne décidait de quitter l'Union européenne, et c'est à lui que Jean-Claude Juncker a demandé de mener les négociations. Qui lui a envoyé un message là d'ailleurs et qui lui dit surtout reste calme. C'est le message de Jean-Claude Juncker à Michel Barnier. Est-ce qu'on se souvient, parce que ça nous intéresse aussi, vu le type de Premier ministre qu'il devra être, il faudra bien négocier, il faudra concilier sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est pour ça qu'il est choisi par Juncker, pour négocier le Brexit? Oui, c'est un homme qui, vous voyez le profil qu'il a en France, et je pense qu'on le dit depuis ce matin. C'est un homme méthodique, c'est un homme qui c'est pas un politique charismatique. Il est méticuleux, mais toutes ces qualités, ça a été essentiel. Il en avait déjà fait preuve dans ses 2 postes de commissaire. Et il s'était tissé un réseau vraiment hors pair dans la technostructure bruxelloise, et ça va lui servir, je pense, encore au poste aujourd'hui, au poste qu'il va occuper aujourd'hui. Ouais. Et puis c'est vrai que cette méthode, et alors il l'a assez dit aussi, je suis montagnard, je suis savoyard, ça je crois que maintenant tout le monde le sait, mais ce sont des qualités qui ont compté beaucoup pour cette négociation du Brexit et qui, je pense, lui serviront à nouveau aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'image qu'il a, parce que, vous le disiez, c'est pas un homme très charismatique, enfin, c'est pas Jacques Delors, c'est pas Simone Veil, c'est pas ces images européennes quand même qu'on peut avoir en France. Oui, il a du mal à fendre l'armure, mais il y arrive quelquefois. Et je me souviens d'une conversation publique qu'on a eue dans le cadre du Festival du Monde en 2019, et c'était une conversation d'1h30 que j'ai conduite avec un de mes collègues britanniques, John Henley du Guardian, et j'appréhendais un petit peu parce que je me disais 1h30 de conversation en public avec Michel Barnier, ça va être long. Ça va être long. Surtout vers la fin. Ça n'était pas long. Il a fendu l'armure d'une certaine manière. Est-ce que c'était le public qui était là? Est-ce que c'était ce décor du théâtre des Bouffes du Nord? Je ne sais pas. Mais on n'a pas vu le temps passer. C'était passionnant. Il nous a expliqué le Brexit sous un jour très humain, avec des traits d'humour. Il s'est livré, et donc il est capable de faire ça. Alors, par ailleurs, aux yeux de l'Europe, désormais, il a effectivement cette image-là. Est-ce que cette nomination est faite aussi pour ça, selon vous? Rassurer les partenaires européens? Enfin, il y a quand même un énorme morceau qui est celui du déficit. Est-ce que la raison numéro 1 est peut-être une épine dans le pied en moins
pour la France, c'est la nomination de cet homme-là. Oui, je pense que cette nomination, c'est très important, à la fois pour les marchés financiers et pour les autres gouvernements européens. Il faut savoir que là, depuis 2 mois, nos partenaires européens à Bruxelles sont très inquiets. Ils sont très inquiets de voir ce qui se passe en Allemagne, la fragilité énorme de la première économie européenne et de cette coalition gouvernementale à Berlin qui vacille complètement. Et en France, donc, ce vide politique qu'il y avait en France. Donc, si vous voulez, il y avait quand même une grande inquiétude, en particulier ces derniers jours, puisqu'il y avait cette fameuse trêve olympique. Donc, les partenaires européens se disaient, bon, ok, il y a les vacances, etc., ils vont y arriver. Et puis là, on n'y arrivait pas. Donc, par ailleurs, il y a la situation budgétaire de la France qui inquiète énormément. Vide politique et vide des caisses. Vide des caisses, comme vous dites. Donc, crise politique, crise budgétaire. Et là, je dois dire que l'image de sérieux, un Premier ministre français qui a été commissaire européen au marché intérieur, qui a mené la réforme monétaire après la crise de 2008, ça compte. Et c'est susceptible de rassurer. Cela dit, le trou budgétaire, il est là et il va falloir qu'il trouve comment le combler. Mais voilà, la France a été mise en procédure de c'est ce que j'allais dire. Il faut quand même rappeler qu'on est très exactement en processus de déficit excessif. Déficit excessif. On va atteindre probablement 5,6% de déficit du PIB et la limite européenne, c'est 3%. Donc il y a un gros problème. Les relations avec von der Leyen, par exemple, ressemblent à quoi? On a l'impression qu'il y a eu chaud et froid. Il y a eu cette période, notamment pendant le Brexit. L'une des grosses parties de Michel Barnier pendant le Brexit, c'était Theresa May. Et puis il y a eu la passation de pouvoir avec Boris Johnson. Oui. À ce moment-là, on a l'impression que Ursula von der Leyen lâche du lest, notamment sur la pêche, ce qui a pas plu beaucoup à Michel Barnier. Est-ce que cette relation est complexe? Il y a eu des moments de tension. Alors vous vous rappelez, il y avait Theresa May, puis il y avait Boris Johnson. C'était difficile, c'était très difficile. Et Ursula von der Leyen, c'était pas facile non plus. Il y a eu des moments de tension, mais c'est là aussi que la réputation de Michel Barnier est justifiée. C'est que à chaque fois, il a su trouver les petits creux, les moments pour construire ce consensus avec le Parlement européen aussi. C'est très important. Il a su le faire. Il a à chaque fois sa force, je crois, dans cette négociation du Brexit, à part la négociation directe avec Londres, c'est aussi qu'il a en permanence su construire le soutien des 27. Et ça, il l'a fait en faisant le tour des 27 capitales. 4 fois, il l'a fait. Sans arrêt, en rencontrant les chefs de gouvernement ou les présidents, les partis politiques, les partenaires sociaux, les corps intermédiaires. Et il l'a fait de manière extrêmement régulière, méthodique, comme je disais tout à l'heure, méticuleuse. Mais ça, c'est une force qui lui sera, je crois, utile s'il peut la mettre en œuvre en France. Alors, je regarde en même temps ce qui est en train de se passer à Matignon. C'est en train de bouger doucement. On va probablement voir apparaître bientôt Gabriel Attal et puis donc Michel Barnier. Théoriquement, protocolairement, si je puis dire, il y a d'abord l'ancien Premier ministre qui va s'exprimer, souhaiter la bienvenue au suivant, et puis on entendra à ce moment-là les premiers mots de Michel Barnier. Vous restez avec nous, bien sûr, Sylvie Kaufmann. Je voudrais qu'on rejoigne Dominique Grief. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Dominique Grief. Vous êtes ancien député conservateur, bien sûr. Moi, je voudrais savoir quel souvenir au Royaume-Uni on a de Michel Barnier dans cette période où il était négociateur, avec Theresa May d'abord, avec Boris Johnson après. Au moment des négociations, je crois que l'opinion politique, particulièrement du gouvernement de Theresa May et de Boris Johnson, n'était pas très favorable à Michel Barnier. Mais je crois qu'à réflexion, on s'est rendu compte qu'en effet, il a négocié d'une façon beaucoup plus ouverte et dans un sens conciliateur envers le Royaume-Uni qu'on ne se l'attendait. Donc je crois que là, il y a certainement un positif, parce que quand je parle à des collègues qui sont toujours dans la politique, je crois qu'on se rend compte qu'en effet, il a agi d'une façon tout à fait correcte. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que je me trompe, où il y a eu un moment, je me souviens d'un tabloïd avec la photo de Michel Barnier disant l'homme que tout le Royaume-Uni déteste. Il y a quand même eu ce moment-là avec les Britanniques, non? Ah oui, voilà. Sûrement. Et l'opinion gouvernementale n'était pas très favorable envers lui au moment du début des négociations.
on le voyait comme un bureaucrate de Bruxelles. Mais il est évident, quand on regarde particulièrement les livres qu'on écrit à ce sujet en Angleterre en ce moment, souvent des livres qui par des écrivains qui étaient favorables au Brexit, qui disent que finalement il était beaucoup plus en faveur de réaliser un accord avec le Royaume-Uni que beaucoup d'autres personnes au sein de la Commission. Et donc, je crois qu'en fin de compte, on a une opinion plus favorable envers lui que n'était le cas il y a 4 ans. Voilà, donc désormais une opinion renversée. Alors le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union, mais encore une fois, ça trace aussi une image de cet homme. Je vous remercie beaucoup, Dominique Grive. En ce moment, à Matignon, c'est Gabriel Attal qui est en train de faire un discours et d'accueillir Michel Barnier, qui s'exprimera probablement dans une petite poignée de secondes. En attendant, Sylvie Kaufmann, et pardon parce que probablement que je vous interromprai donc au milieu, il y a aussi quand même le moment de la douche froide entre Michel Barnier et les Européens. C'est lorsqu'il est candidat à l'élection présidentielle, il est dans les primaires avec son étiquette PR, et là on a l'impression que tout son discours se retourne par rapport à tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a prêché. Il parle même ce qu'il appelait un bouclier constitutionnel. Il veut un bouclier sur la question migratoire. Il dit que les dirigeants français sont menacés d'un arrêt ou d'une condamnation de la Cour de justice européenne, et là quand même la moitié de l'Europe tombe de sa chaise, non ? Oui, c'est la consternation, littéralement, à Bruxelles à ce moment-là, et aussi parmi certains de ses anciens collaborateurs qui ont fait ce long chemin du Brexit avec lui. C'était une équipe extrêmement soudée, très 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 européenne. Il avait 60 à 70 collaborateurs de 23 nationalités différentes, des gens d'une qualité remarquable, et c'était vraiment une équipe soudée. Et certains ont très très mal pris cette déclaration qu'il a faite. Il tournait le dos à l'Europe d'une certaine manière, en se demandant à cette Europe qui était vraiment tellement au cœur de toute son action ces dernières années. Personne n'a vraiment compris. Et on se demandant qui est le vrai Michel Barnier, en fait, non ? Oui, ça a été interprété beaucoup comme une manœuvre électorale, mais c'était une grosse déception qu'il arrive à désavouer justement ce credo européen au nom d'une manœuvre électorale. Mais est-ce que c'est pas ça, Sylvie Kaufmann, la grande transgression qu'on voit aujourd'hui, au fond, ce qu'il dit à ce moment-là ? Est-ce que c'est pas ce qu'on entend ou ce qu'on risque d'entendre et de voir pour séduire des électeurs d'extrême droite qui sont de plus en plus nombreux à voter en Europe ? Lui, il a glissé sur une pente qui peut-être menace et peut-être même titille une partie des droites européennes aujourd'hui. Alors là, ça va être des toute droites la question. traditionnelles européennes. Oui, vous avez raison. Ça va être toute la question c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est la question qui se pose maintenant, parce que la question, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, c'est comme disait Yael Gauze, c'est le RN est en position d'arbitre, et évidemment cette question migratoire et cette question de la primauté des traités européens sur la législation nationale est au cœur de tout ce débat. Donc oui, je n'ai pas la réponse à la question, évidemment, mais je pense que on va l'attendre. Est-ce qu'on s'est dit à Bruxelles que c'était très français au fond cette espèce de retournement ou non, pas forcément ? Non, c'est pas français, ça devrait pas l'être. Non. Je veux dire, Delors n'aurait jamais fait ce retournement. Quelqu'un qui est vraiment qui a la foi ancrée dans l'Europe, comme l'a montré, comme en a fait preuve Michel Barnier, c'est très étonnant. Non, c'est pas une virevolte particulièrement française. Je dirais pas ça. On verra en tout cas, on suivra, et c'est pour ça, Yael Gauze, je me tourne vers vous. C'est pour ça que c'est important de suivre ce qui va se passer maintenant. Ce qui est important dans ce discours-là, ce premier discours de Michel Barnier. C'est vu le contexte politique en France, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une espèce de mini-discours de politique générale, au fond, dans cette toute première prise de parole ? Gabriel Attal, en fait, a d'abord rendu hommage à son successeur en louant son expérience quasi inégalée. Il a dit au service de l'État, le nombre de postes qu'il a occupés. Et surtout, il met en avant, on en parlait avec Sylvie Kaufmann, les talents de négociateur sur le Brexit. Ce qui doit amener, nous dit Gabriel Attal... C'est censé avoir à la boutonnière. Et ce qui doit se permettre à Michel Barnier de bien manœuvrer dans le paysage politique français. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Fort de cette expérience européenne. Là, maintenant, on est plus dans le pro-domo, le discours de son propre bilan. Et je vous demandais tout à l'heure, et pour expliquer aux auditeurs, vous aviez les deux oreilles en train d'écouter Gabriel Attal. Ce que je vous demandais, c'est si au fond, ce petit discours-là, qui normalement sont ce genre de discours de passation, c'est assez anodin finalement, merci beaucoup et je ferai de mon mieux. Est-ce que là, on n'est pas dans une espèce de mini-discours de politique générale, parce qu'on l'attend tellement au tournant,
simplement parce que ça a pris tellement de temps et parce qu'on a besoin de savoir quand même de quel bois il se chauffe, ce nouveau Premier ministre. Voilà, et puis pour l'ancien Gabriel Attal, c'est des graines semées pour la suite. Quand il dit à quel point il aime les Français, ce peuple indomptable, et là il parle des agriculteurs en colère, en plein doute, qu'il a voulu aider, combien je les aime, les Français. Pardon, mais ça, ce sont des graines de Gabriel Attal pour après. Vous savez qu'il dirige le groupe Renaissance, Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale et qu'il a des ambitions aussi, peut-être à l'automne, de prendre le parti Renaissance. Donc voilà, lui, son agenda politique ne fait que commencer. Il faut savoir que les deux qui se croisent en ce moment, c'est le plus vieux Premier ministre de la 5e et le plus jeune qui s'en va. Donc il y a deux générations qui se croisent sur le perron. C'est toujours le talent un peu disrupteur d'Emmanuel Macron de créer des situations comme celle-là. Là, c'est le plus jeune qui s'en va et le plus vieux qui arrive. Est-ce que on peut imaginer, Yael Gauze, deviner que on va entendre parler d'ouverture, on va entendre parler de rassemblement, on va entendre parler de compromis, on va entendre parler, j'allais presque dire de guérison en fait dans cette France-là. On peut parier que c'est des mots qui viendront dans cette première intervention. De main tendue, c'est certain, parce que d'ailleurs, Michel Barnier, tous ceux qui l'ont connu dans ses différents ministères, ses différentes fonctions, savent que c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux de toutes les couleurs politiques. Et y compris au RN, ce soir, vous avez d'anciens élus FN des années 90 qui l'ont connu comme ministre et qui racontent que, une fois par mois, il recevait un président de groupe et peu importe la couleur politique, il recevait aussi et serrait la main du FN. Donc ça va jouer dans la figure rassembleuse que va devoir incarner Michel Barnier, consulter les uns et les autres, se mettre d'accord, peut-être aller chercher des socialistes ou des écologistes. Ça va être compliqué là, vu la situation. Ils diront probablement non, mais il va tendre la main nécessairement en disant c'est à prendre ou à laisser. Vous pouvez avoir un texte, je vais faire un paquet de 10 textes. Il y en a un que vous pouvez incarner, vous venez avec moi dans le gouvernement, on essaye. Voilà, ça va être extrêmement difficile, ça va être de la dentelle, mais ça, c'est pour ça que Michel Barnier a été choisi. Alors justement, sur ce choix, Yael Gauze, on a entendu tout à l'heure, c'était Simon Le Baron qui en parlait dans le journal de 18h, que ils se sont vus 2 fois quand même, ou appelés 2 fois en tout cas, au mois de juillet et aussi au mois d'août. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de ressemblance au fond derrière la différence d'âge entre ces deux personnages politiques-là? La conviction pro-européenne chevillée au corps, là, vraiment, je crois que c'est le vrai point commun entre les deux. La différence cette fois-ci, c'est que Emmanuel Macron a toujours été tenté de faire venir des premiers ministres issus de la droite. Il fallait faire travailler la poutre, casser la droite. Vous vous souvenez, 2017, le hold-up contre les Républicains. Sauf que Édouard Philippe, quand il rentre, il doit lâcher sa carte de droite. Il est plus encarté aux Républicains. Quand Jean Castex est nommé, c'est pareil. La différence, c'est que Michel Barnier vient avec son étiquette et rien ne bouge. Alors, il vient avec son étiquette et c'est intéressant parce que puisque Sylvie Kaufmann est restée là, au moment où il peut prendre la commission, mais il ne la prend pas en Europe. En fait, ce qu'il faudrait, puisqu'Emmanuel Macron est déjà arrivé, Sylvie, c'est que il s'assoit au groupe Renew. Et à ce moment-là, refuse. Michel Barnier dit non, moi je suis installé dans l'autre groupe, je suis à côté au PPE. Oui, il fait pas cette concession, c'est très intéressant et c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant qu'il ait fait ce revirement sur la question migratoire et cette déclaration qu'il y avait sur la primauté des traités, etc. Il s'est expliqué là-dessus. Il a dit justement c'est parce que moi je suis tellement pro-européen, je connais tellement l'Europe que je veux éviter de nouveaux Brexit ailleurs, notamment en France, mais en prenant le contre-pied de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était assez, ça a pu choquer. Le moratoire sur l'immigration aussi a pu surprendre, mais lui, il est justifié comme ça. Je suis tellement européen, je connais tellement les choses que je veux faire aimer l'Europe, mais il faut pas qu'on ait du Brexit en France. Donc je parle avec ces mots-là. Alors, il y a peut-être une rancœur vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Alors elle est passée maintenant avec cette nomination, j'imagine, mais c'est la présidence de la Commission européenne 2019. 2019, absolument. Il a même confié à un ami, Macron m'a assassiné. C'est pas seulement Macron, c'était Merkel aussi qui avait bloqué. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une blessure, ça, plus quand il a espéré être Premier ministre une première fois. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il pousse du coup là à dire oui? Comme on dit, il n'a plus d'ambition présidentielle. Enfin, on ne sait jamais avec les hommes politiques s'ils n'ont pas plus d'ambition présidentielle. Vous avez vu les archives passées aujourd'hui, celle de Lina, quand il a 20 ans, plus jeune conseiller général de France. À l'époque, il admire Kennedy. Il voulait un destin à la Kennedy. Parce que je vous pose la question parce que il sait qu'il met les pieds dans un marigot dans lequel il va être quand même pas facile de manœuvrer. Et vous vous rendez compte le challenge? C'est énorme. Vous avez 73 ans, plus rien à perdre, vous êtes un grand sage. Plus rien à perdre, c'est peut-être ça le mot-clé en fait. Par rapport à tous les autres, c'est ça. Lui, plus rien à perdre, les autres, tout à perdre. Et si ça marche? Et s'il y arrive?
Est-ce qu'il est... Alors, je me souviens très bien, Yael, que vous nous avez parlé, j'ai déjà oublié le mot de cohabitation ou cohabilitation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la question, c'est, il est en quoi avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est en coalition, en cohabitation? Est-ce qu'il est en collaboration? Comment ça s'appelle, les relations entre ces deux hommes? Étant donné son étiquette qui ne bouge pas, ça reste une forme de cohabitation. Après, c'est un gouvernement qui va être le plus rassembleur possible. Il y a aussi des convergences sur les questions économiques, sur les questions européennes. Mais je rejoins ce que disait Sylvie Kaufmann tout à l'heure. L'un des enjeux énormes pour la suite, ça va être de convaincre nos partenaires européens que la France n'est pas un pays qui va à la banqueroute et qui laisse filer ses déficits comme jamais. Ça va être un des enjeux de négociation de dire laissez-nous encore un petit peu de répit, laissez-nous quelques mois de plus, on peut restabiliser tout ça. Et là, effectivement, l'expérience européenne de Michel Barnier sera un atout pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'on dira, on se demandait donc, est-ce qu'il est en cohabitation, est-ce qu'il est en collaboration, est-ce que ce qu'on va surveiller, ce que surveillera forcément la gauche particulièrement, c'est sera-t-il le godillot, pardon, j'emploie ce mot à dessein puisque c'est ce qu'on disait des députés macronistes au tout début, sera-t-il le godillot d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est aussi ce qu'il met sur la table et ce qu'il a mis sur la table? D'accord, mais je dois pouvoir avoir la main et mener sur un certain nombre de choses. C'est un peu ce qu'on imagine, Yael, non? La ligne rouge, c'était les retraites. Dont acte, je vous le donne, parce qu'on sent bien qu'il ne va pas refaire la réforme tout de suite. En revanche, laissez-moi les coups des franches. Est-ce que c'est possible d'imaginer ça? Forcément, puisqu'il doit avoir une majorité parlementaire, il doit la créer, il doit la former lui-même. Pour l'instant, on n'a que du doigt mouillé, j'ai envie de dire des comptes avec un crayon de papier sur une feuille. Alors, t'as combien dans ton bloc qui vont me censurer et toi combien? Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement quand on va rentrer dans le dur, que ça va siéger, qu'il va y avoir des propositions de loi déposées, qu'il va y avoir des deals passés, je te prends ça, je te donne ça en échange d'un vote. À l'intérieur même des blocs, est-ce que ce sera aussi figé, homogène qu'on ne le croit? Non, ça va se faire en marchant aussi, cette nouvelle assemblée. On ne peut pas prédire immédiatement ce qui va se passer. Mais ça aurait été vrai aussi, sans doute pour Bernard Cazeneuve, pour Xavier Bertrand. Emmanuel Macron considère que ces comptes-là sont figés, qu'il y a une majorité contre, donc une censurabilité à laquelle on ne peut pas échapper, mais tout ça est virtuel. On a un Premier ministre pour l'instant ce soir. On n'a pas encore l'équipe, on n'a pas encore le gouvernement, on n'a pas encore les cabinets. Bien sûr. Alors, loin de là, même, une question de pure forme. D'abord, Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, a demandé à Emmanuel Macron une session extraordinaire pour qu'on l'entende vite. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Session extraordinaire rapidement? Est-ce que, pardon, c'est demain, après-demain? Comment ça marche? C'est pour que le Parlement puisse... Je regarde les télés d'un œil, je vous le dis, si je vous coupe, ce sera violent, mais c'est pour bientôt. Mais allez-y, je vous en prie, Yael, continuez. La difficulté, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir un discours de politique générale de Michel Barnier, mais il ne peut pas être conçu avant d'avoir un gouvernement, d'avoir une équipe et de pouvoir avoir un paquet à proposer aux députés, un programme, des points précis, un pacte, je ne sais pas comment il s'appellera. Donc, c'est pas pour tout de suite. En revanche, la pression est telle, vous dites Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, perchoir, mais il y a aussi énormément de forces politiques qui demandent la même chose. Les écologistes, Marine Le Pen elle-même l'a demandé, cette session extraordinaire, pour que très vite on se mette dans le rythme du Parlement, puisqu'aujourd'hui le cœur battant de la France va être vraiment l'Assemblée nationale. Et il faut rappeler, normalement, le Parlement est toujours en comment on appelle ça, en vacances. Oui, jusqu'au 1er octobre. Voilà, jusqu'au 1er octobre. Et théoriquement, au 1er octobre, on recommence, et surtout le budget est sur la table maintenant. Oui, mais se murmure déjà, étant donné les retards pris, qu'il y aurait un délai, peut-être une semaine ou deux de décalage pour la présentation du budget. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait bien 70 jours pleins d'examen au Parlement. Ça, c'est la règle constitutionnelle. On ne peut pas donner moins de 70 jours aux parlementaires pour examiner le budget. Yael Gauze, restez avec nous. Sylvie Kaufmann aussi. Bien sûr, je voudrais qu'on aille rapidement rejoindre Marie Mollet qui est sur le perron à Matignon avec un discours, Marie, de Gabriel Attal qui est en train de se terminer. Oui, exactement. Un discours assez particulier dans lequel il fait la liste de ce qu'il aurait pu faire s'il était resté plus longtemps. 8 mois, c'est court, c'est trop court. Il y a une frustration. J'ai le sentiment du devoir accompli dans le temps imparti. Nouvelle critique en creux de la dissolution décidée par le président. Dans d'autres circonstances, dit-il, nous aurions amené les réformes à bon port, nous aurions rendu les Français plus forts. Ce conditionnel qu'il utilise, et Gabriel Attal qui donne des directives à Michel Barnier. Effectivement, il dit, voilà, par exemple,
répondre à l'urgence, que le travail paye mieux. C'était dans sa déclaration de politique générale. Les mesures sont sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. J'ai une demande à vous faire, que l'école reste la priorité, la mère des batailles. On se souvient, il y a 8 mois, il disait qu'il emmenait ici même à Matignon la cause de l'école avec lui, la crise agricole. Les mesures sont sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Cette phrase qui revient, et effectivement, Gabriel Attal qui part avec une certaine amertume qu'il ne cache pas dans ce discours. J'allais vous le demander, Marie, en creux, est-ce qu'on n'est pas en train d'entendre décidément cette dissolution que je n'ai pas compris, que j'ai trouvée mauvaise, qui était une mauvaise idée, je le remets sur la table une xème fois? Exactement. Évidemment, il ne prononce pas le mot de dissolution, mais tout le discours est une critique en creux, effectivement, de sa frustration, de ce qu'il aurait pu faire, et une nouvelle critique de la décision du président de la République qu'il a déjà exprimé à mots à peine couverts, effectivement. Faire prospérer, a-t-il dit, les textes qui étaient en discussion avant la dissolution. Marie Mollet, ça va dans le sens de ce que vous nous dites. On a laissé tellement de choses en suspens. J'ai laissé à mon corps défendant tellement de choses en suspens. C'est ça qu'il lui dit. Exactement, et on sait que Gabriel Attal a un problème avec son bilan. Sa crainte absolue, c'est de partir de Matignon sans avoir laissé de traces. Et en effet, il n'y a pas de réforme majeure, il n'en a pas eu le temps, c'est ce que nous dit son entourage, à tel point que son entourage a édité un livret de 14 pages pour montrer que, il y a des choses qui ont été faites, la crise agricole, des discours ont été prononcés. Mais en réalité, ce livret, il a besoin d'exister, parce que Gabriel Attal ne laisse pas un bilan sur le fond en termes de texte, de décision qui soit extrêmement consistant. Et on l'a entendu dans ce discours aussi aujourd'hui. Marie, vous allez rester avec nous, revenir dans un petit instant. On entend les applaudissements dans la cour de Matignon pour l'ancien Premier ministre désormais, Gabriel Attal, et la première prise de parole de Michel Barnier, qui est donc désormais, et après 51 jours on verra si on appelle ça une crise politique ou en tout cas d'attente et de très grosse patience, après 51 jours, le nouveau Premier ministre s'appelle Michel Barnier, qui va donc prononcer là ses premiers mots, après ces applaudissements nourris qui laissent filer Michel Barnier avec un Gabriel Attal souriant autour de lui. Il chausse ses lunettes et on l'écoute. Je peux dire quelques mots là. Mesdames, Messieurs, d'abord merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ces équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur avec lequel, partout en France métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument au prix parfois de leur vie la sécurité des citoyens, j'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure, mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Bien sûr. Voilà. Et puis j'ai bien aimé la manière dont vous avez plus personnellement évoqué votre famille, votre maman. Je pense qu'elle ne voudra pas se signaler. Mais j'irai l'embrasser tout à l'heure. Comme moi, je salue ma propre famille et mon épouse Isabelle qui est ici. Une maman, c'est très important. On va peut-être dire des choses un peu surprenantes pour deux premiers ministres au moment de cette passation de pouvoir, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère formidable aussi, qui transformait tous les problèmes qu'elle rencontrait dans sa vie personnelle en cause publique. C'est ainsi qu'elle a consacré toute sa vie à un sujet d'ailleurs qui fait l'objet d'un des projets de loi sur la sécurité routière, et un autre défi qui était celui de l'accompagnement des familles, des amis de malades mentaux. Je n'ai pas oublié ces combats, je n'ai pas oublié le moment très personnel et très émouvant où elle m'a demandé de lui remettre la Légion d'honneur.
Je n'ai pas oublié non plus ce qu'elle m'a dit un jour où elle était venue me porter la contradiction dans ma toute première réunion électorale. Il se trouve qu'elle était une femme chrétienne de gauche. Et elle m'a dit, Michel, tu as les opinions que tu veux. J'étais déjà gaulliste. Et ça reste ma principale fierté que de m'être engagé derrière le général de Gaulle quand j'avais 14 ou 15 ans. Ne sois jamais sectaire. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Voilà. Merci Gabriel pour vos mots qui me touchent et qui m'accompagnent et qui m'encouragent, qui est important compte tenu de ce que vous avez fait depuis plusieurs années au sein du gouvernement et dans les tout derniers mois ici à la tête du gouvernement à l'hôtel Matignon. Compte tenu aussi du rôle que vous jouez désormais, qui est très important, à la tête du deuxième groupe de l'Assemblée nationale, le groupe Ensemble pour la République. Mesdames et messieurs, je le dis à toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, et grâce à la presse au-delà de cette cour, nous sommes dans un moment grave. Gabriel Attal l'a dit d'ailleurs à son tour tout à l'heure. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Peut-être la sagesse que donnent les cheveux blancs. J'ai dit un jour à Gabriel Attal, formidable d'être le Benjamin, mais c'est un titre qu'on perd très vite. Hein. C'est vrai. On gagne des cheveux longs. Et moi, je l'ai perdu il y a très longtemps, le titre de Benjamin. Beaucoup d'humilité, mesdames et messieurs, mais aussi avec une forme que je peux dire olympique, puisque j'ai consacré 10 ans de ma vie aussi à organiser des Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy. J'ai été aussi très touché pour ce que vous avez dit du succès des Jeux olympiques et du succès qui se déroule même, des Jeux paralympiques. Peut-être aussi un mot de ce qui est très important pour moi, qui est le bénévolat. Il y a 40 000 volontaires, souriants, efficaces, disponibles, qui ont donné une tellement belle image de la France à ces millions de gens qui sont venus nous trouver. Je dis ça parce que ils sont là dans des Jeux Olympiques, dans d'autres manifestations, mais les mêmes volontaires, les mêmes bénévoles, les mêmes militants associatifs que je vais m'efforcer de reconnaître et d'accompagner un peu plus sur le terrain, sur les stades, dans les écoles, dans les associations sociales ou sportives. Ils font vivre et ils sont l'honneur de la République. Voilà ce que je pense depuis longtemps. Donc de l'humilité, une forme olympique, et puis aussi de la détermination. Celle qu'il faut pour que cette nouvelle page qui commence, cette époque, cette période, soit une période utile pour les Français et pour la France. J'aurai l'occasion dans quelques jours, dans quelques semaines à peine, devant le Parlement, de dire les grandes priorités législatives et les propositions au nom du nouveau gouvernement. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoquées, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics, et l'école restera bien la priorité du gouvernement, l'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants.
On attend qu'ils disent la vérité sur l'influence ou la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe. On attend qu'ils disent la vérité sur le rôle vital que tiennent et que jouent dans tous nos territoires métropolitains et outre-mer les acteurs du monde de l'économie, des grandes entreprises industrielles. J'en ai connais beaucoup dans ma région, comme des entreprises plus petites ou de l'artisanat, les entreprises du monde agricole et de la pêche aussi, dont j'ai eu l'honneur d'être le ministre il y a quelques années, pas loin d'ici. Il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Il faudra sans doute aussi de la persévérance pour continuer un certain nombre d'actions engagées sous l'autorité du président de la République pour l'emploi, notamment industriel, et l'attractivité de la France. Et puis la persévérance aussi pour la défense de nos intérêts en Europe. Mais, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, d'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir, du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, il faudra économiques. Répondre aux défis, répondre aux colères, répondre aux souffrances, a dit Michel Barnier dans son tout premier discours donc devant le perron de Matignon. Il faudra de l'écoute et du respect, ce sont des mots que l'on retient aussi. On attend d'un Premier ministre qui dise la vérité. Je dirai la vérité. Vous entendrez évidemment le résumé très complet de ce premier discours de Michel Barnier avec le service politique de France Inter.